Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport Nice sur Nice Azur TV, un Sport Nice qui se met à l'heure olympique aujourd'hui, puisque dans quelques instants je recevrai Richard Papazian, directeur général de l'Olympique Nice Natation. Nous parlerons ensemble bien évidemment de Yannick Agnel, Camille Muffat et de tous leurs compagnons qualifiés pour les Jeux Olympiques de Londres. Au menu reportage et interview au plus près des nageurs niçois. Dans la seconde partie de l'émission, nous resterons dans l'eau et plus précisément sous l'eau, puisque Sylvain Udry, chef de la base de plongée de l'Aigle Nautique de Nice, nous rejoindra sur ce plateau. Avec lui, nous parlerons bien sûr de plongée sous-marine, activité de plus en plus prisée, surtout durant cette période estivale. Vous saurez tout sur les meilleurs spots de la baie des Anges et sur les activités proposées par l'Aigle Nautique. Et puis, en fin d'émission, n'oubliez pas l'agenda sportif de Rachel Turpin sur tous les événements à venir à Nice dans les prochains jours. Vendredi prochain, le monde entier aura les yeux tournés vers Londres pour la cérémonie d'ouverture des 30e Jeux Olympiques de l'ère moderne. Mais pour les 5 champions niçois de l'ONN, les choses sérieuses débuteront à partir du dimanche 29 juillet. Richard Papazian, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, la pression monte là. Disons que ça fait déjà un moment, mais on arrive au terme. Il ne reste plus que quelques jours. Beaucoup de tension, beaucoup d'engouement autour des nageurs niçois. Il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de confiance. Bon, après, vous savez, ça reste du sport avec ses aléas et son arithmétique, je dirais, quelque part, qui n'est pas exact. Alors, j'ai parlé bien évidemment dans le sommaire de Yannick Agnel, de Camille Muffat, mais il faut évidemment tous les citer. Il y a donc Yannick Agnel, Camille Muffat, Clément Lefebvre, Charlotte Bonnet et Anna Santamance. Beaucoup de nageurs, 5 nageurs niçois présents à Londres. C'est un formidable résultat pour l'ONN. Écoutez, c'est la consécration d'un travail qui a été mené depuis de longues années et qui nous permet aujourd'hui de mettre en valeur et sous la lumière les champions qui sont issus du club. Parce que tous sont nés ou ont été formés dans le club, d'une certaine manière, à partir de leur adolescence, donc. Et ça, c'est un réel succès, d'autant plus que tous ont suivi un cursus sport et études, auquel nous sommes très attachés. Et je dirais, j'en profite pour dire que l'ONN, c'est toujours entre 95 et 100% de réussite au bac. Ah. C'est un chiffre assez exceptionnel pour vous. Alors, on va détailler un petit peu le programme pour chacun de ces nageurs. Alors, Yannick Agnel est qualifié lui pour le 100 mètres, le 4 x 100 mètres nage libre et le 200 mètres. Il pourra également participer au 4 x 200 mètres et 4 x 104 nages. Ça, c'est les sélectionneurs qui décideront évidemment à Londres. Camille Muffat, elle, sera alignée sur 400 mètres, 200 mètres et 4 x 200 mètres nage libre, le relais féminin qui a de grandes chances de remporter une médaille. Clément Lefebvre, lui, concourra sur 100 mètres papillon, 4 x 100 mètres nage libre sûrement sur les séries, et 4 x 104 nages, pourquoi pas également sur les séries, ou le 100 mètres papillon pour lui. Charlotte Bonnet ira, elle, sur le 100 mètres nage libre et le 4 x 200 mètres nage libre en compagnie de Camille Muffat. Et puis Anna Santamance s'est qualifiée sur le 50 mètres nage libre. Beaucoup de disciplines différentes, finalement, et évidemment un gros programme, un programme bien riche pour les nageurs niçois. Bien oui, et puis tous ces nageurs sont entraînés par Fabrice Pellerin, qui s'est construit au sein de l'ONN depuis 10 ans. Il a pris en charge la natation, et ma foi, on voit le résultat aujourd'hui, donc on a eu tout à fait raison de lui faire confiance. Et il est donc entraîneur de l'équipe de France, et il a donc tous ces nageurs en charge aux Jeux Olympiques, qui sont sur des distances différentes, pour quelques-uns. Donc ça démontre toutes les qualités et les compétences de l'entraîneur. Mais je dois vous dire que le 4 x 200 est important pour Yannick Agnel, parce que le 4 x 200 français a un potentiel de médaille, et je pense que sans Yannick Agnel, le 4 x 200 ne sera pas sur le podium. Donc c'est vrai que c'est un peu on a l'impression que c'est la pierre angulaire de cette équipe de France aujourd'hui, Yannick Agnel. Absolument, parce qu'il peut tout nager, un peu moins que Camille. Camille Muffat, elle peut tout nager, dans toutes les disciplines, dans toutes les nages, et presque sur toutes les distances. Elle a raccourci ces distances, justement, par rapport aux Jeux Olympiques, par rapport à ses programmes précédents et aux Jeux de Pékin, par exemple. Absolument. Au Jeux de Pékin, elle y était pour le 4 nage, qui est sa formation de base. Elle a fait le 200 et le 404 nage. Mais si vous voulez, on avait 2 d'ailleurs à Pékin. Il y avait Camille Muffat et Clément Lefebvre déjà. Et là, nous en avons 5.
Bon, il y a eu un choix qui a été fait entre elle et Fabrice Pellerin pour la continuité, qui a été le bon choix, puisqu'elle s'est imposée très rapidement. Les résultats sont là. Voilà, les résultats sont déjà là. C'est de loin la meilleure nageuse française. Il lui manque que l'or olympique pour vraiment prouver qu'elle est peut-être la meilleure nageuse au niveau planétaire. Alors, avant de revenir sur Camille Muffat, on va parler un petit peu de Yannick Agnel et on va accueillir sur ce plateau Rachel Turpin. Bonjour Rachel. Bonjour Mickaël, bonjour. Alors, justement, vous êtes allé il y a quelques jours à la rencontre des nageurs de l'ONN qualifiés pour les JO de Londres et en particulier, vous êtes allé voir Yannick Agnel. Et Yannick Agnel qu'on ne présente plus et qui a fait encore cette année et cette saison forte impression. Yannick Agnel, qui n'était pas programmé pour faire de natation. Mickaël, est-ce que vous savez par quel sport Yannick Agnel a commencé ? Pas du tout, je vais dire le tennis comme ça. Le tennis, effectivement, d'où son prénom Richard Yannick. Papazian m'a soufflé, Effectivement, c'est pour ça. D'où son prénom Yannick, parce que son papa était fan de Yannick Noah. Ouais. Donc il a commencé par le tennis, et puis là, au début des années 2000, son destin, on va dire, a basculé. Des amis de la famille le repèrent dans une piscine, l'inscrivent dans un club de natation, je crois que c'était dans le Gard, et là, tout bascule, il impressionne, et donc, comme la structure gardoise n'était pas tellement adaptée à son potentiel, à 14 ans, il quitte le cocon familial et vient s'installer à Nice. Et en l'espace de 6 ans, il est devenu grand au sens propre comme au sens figuré. Je vous propose de regarder le reportage. Il est aussi grand par la taille que par le talent. Du haut de ses 2,01 m, Yannick Agnel incarne la nouvelle vague de la natation française. À seulement 20 ans, le palmarès du Niçois a de quoi impressionner. Champion de France, champion d'Europe et même champion des États-Unis. Aujourd'hui, le 200 et le 400 mètres n'ont presque plus aucun secret pour lui. Une réussite acquise grâce à une soif de compétition permanente. Yannick Agnel, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un plaisir immédiat à l'effort avant tout. C'est-à-dire qu'il y a la médaille, il y a la perspective de s'illustrer, de mettre à mal l'adversité, mais il y a aussi le plaisir de s'essouffler dans l'effort, de transpirer, ce goût de l'effort immédiat, quel que soit le chrono qui va s'afficher à la fin. Yannick Agnel, c'est une tête bien faite, mais aussi une tête bien pleine. Pendant les compétitions, il aime se plonger régulièrement dans l'univers littéraire. Mais attention, sous ses airs de premier de la classe se cache en réalité un squale de piscine municipale, comme il se surnomme lui-même sur un réseau social. Déterminé, il ne semble pas du tout impressionné par l'enjeu olympique. Voilà, c'est simplement avoir l'œil du tigre. Avoir l'œil du tigre, ne pas se laisser déstabiliser. Il y a des choses qui s'apprennent aussi avec le temps, je pense, avec l'expérience. Quand on est dans une compétition internationale, il y a des sortes de normes, des mœurs qu'on ne connaît pas trop et il faut les avoir peut-être vécues une fois, histoire d'être plus tranquille. Mais sinon, le psychologique, c'est la volonté de toujours faire mieux et de vouloir aller le plus haut possible. Tutoyer les sommets, le pensionnaire de l'ONN n'est qu'à quelques longueurs de le réaliser. 12 ans après ses premiers souvenirs olympiques télévisés à Sydney, il rêve enfin à son tour d'être médaillé. Alors, Richard, on vient de voir ce reportage sur Yannick. Il est épatant, Yannick, par son jeune âge, il fait déjà preuve d'une grande maturité. Écoutez, Yannick est dans une situation particulière. Parce que d'abord, comme vous l'avez très justement dit, il est venu très jeune. C'est Maxime Le Ténégère, notre deuxième entraîneur, qui l'avait repéré. Et on a dit pourquoi pas. Les parents ont adhéré aux conditions et l'ONN a mis les conditions pour que Yannick puisse s'épanouir et progresser avec justement ce cursus sport-études où il a eu le bac à Don Bosco, pour ne pas les citer. Comme la plupart de nos nageurs ou de nos jeunes joueurs de water-polo. Donc Yannick s'est épanoui au sein du club et a donc super performé. Mais il a été, si vous voulez, pour moi, un exemple particulier parce que les médias se sont intéressés à lui, je leur avais dit, je l'ai même déclaré, vous intéressez à quelqu'un qui n'a rien gagné. C'était en 2010, avant même qu'il soit champion d'Europe du 400 mètres. À Budapest. Il arrive avec une telle réputation, une telle aisance dans les bassins mais aussi. Il n'avait rien gagné. Et tous les médias étaient sur lui. Donc c'était un choix des médias. J'ai dit, bon, en fait, probablement un bon choix. Certainement, parce que nous, on a de grosses espérances. C'est pas trompé, finalement. Mais on a aussi une Camille Muffat qui, croyez-moi, vous la laissez peut-être de côté pour le moment, mais
Et puis peut-être que Londres va confirmer tout ce que je dis, quoi. Il a une étiquette de favori sur les épaules, Yannick Agnel, alors que justement, il a très peu prouvé finalement en grande compétition pour l'instant. D'autant plus que le pari est risqué parce que Yannick est un garçon qui peut nager le 100, le 200, le 400, le 800, ce qui est assez extraordinaire. Là aussi, c'est la touche pèlerin, quelque part. Hein. Faut pas le renier. Mais, si vous voulez, Yannick, il a fait le choix, alors qu'il était médaillable, potentiellement éligible au podium, on peut dire, pour le 400 mètres, et puis ils ont fait le choix du 100 mètres. Je pense que le choix du 100 mètres a été fait pour préparer au mieux le 200, parce que ça permettait à la fois en allant sur le 100 mètres, de gagner en vélocité, et c'était donc quelque chose d'intéressant pour le 200. Et le 200 mètres va être la course des Jeux Olympiques. Ça ne sera pas le 100 mètres, ça sera le 200. Sauf que Michael Phelps n'y sera pas. Eh oui, hélas, tant pis pour lui. Un concurrent de moins pour Yannick, absolument. Michael Phelps n'y sera pas, c'est vrai, il a déclaré il y a peu, mais peut-être il n'y sera pas parce qu'il veut se préserver pour d'autres médailles à peu près, je ne dis pas certaines, parce qu'il n'y a jamais rien de certain, mais disons, le 200 mètres est la course la plus ouverte. Les 8 nageurs qui vont se qualifier pour la finale du 200 mètres sont tous potentiellement médaillables. Ça, et ça sera la seule course sur laquelle ça va se produire. Rachel, justement, les dates pour Yannick Agnel, les dates d'entrée en compétition, et des séries et des finales, évidemment. Alors justement, si vous voulez suivre les exploits de Yannick Agnel, la finale du 200 mètres nage libre, c'est le lundi 30 juillet. Le deuxième rendez-vous pour l'épreuve reine, le soir, exactement, c'est le 100 mètres nage libre, le mercredi 1er août. Voilà. Alors, ça, c'est pour Yannick Agnel. Camille Muffat, évidemment. Et vous avez le 4x2. Et le 4x200, évidemment, avec Clément Lefebvre. Vous savez, l'ONN, c'est 50% des relais de l'équipe nationale. Alors, ce n'est pas rien. Garçons et filles. ONN, premier club français au championnat de France de Dunkerque il y a quelques semaines. Mais si vous faites l'analyse là, c'est premier club français parce qu'on est 50% des relais. C'est quand même extraordinaire. Garçons et filles. Et les résultats. Les relais je ne parle pas des résultats de Londres, parce que... non, pas encore, mais les résultats des derniers championnats de France. Oui. Qualification pour Londres, nous sommes 50% des représentations des relais, garçons et filles, puisqu'il y a 4 relais, et sur les 4 relais, au départ, on a chaque fois 50% de titulaires. En règle générale, vous avez quand même un groupe assez exceptionnel, hein. Un petit effectif, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais avec une force collective immense, quoi. Oui, mais ça a été, si vous voulez, une construction qu'on a voulu. Je peux vous dire une chose, c'est que Fabrice Pellerin faisait du sur-mesure en 2007-2008, quand il avait que Camille Muffat et Yannick Agnel. Nous avons construit derrière, en faisant venir d'autres nageurs qui sont venus densifier le groupe d'entraînement et qui ont été d'excellents nageurs, de partenaires d'entraînement. Et en même temps, si vous voulez, on a recruté un Yannick Agnel adolescent, et le groupe a été rejoint par Charlotte Bonnet, à 16 ans, par une Beryl Gastadello qui a raté les Jeux parce qu'elle a eu une mononucléose cette année, mais je peux vous dire que probablement elle sera au jeu également. Guillaume Stromeyer qui a raté de quelques centièmes la qualification pour les Jeux, mais qui est champion de France au 400 mètres cadenage. Donc on aurait pu en avoir peut-être plus, pour vous dire. C'est ce qu'on vous souhaite pour les prochaines Olympiades, en tout cas. Un mot, Rachel, parce que vous êtes allé également à la rencontre de Camille Muffat, évidemment. Donc Camille Muffat aussi, qu'on ne présente plus comme Yannick Agnel. La Niçoise participe à ses 2e Jeux Olympiques après les Jeux de Pékin en 2008. Et à chaque apparition, vous pouvez le confirmer, Monsieur Papazian, elle fait sensation, Camille Muffat. Et on l'avait vu d'ailleurs même à Nice, à l'Open, c'était au meeting en février dernier, où elle avait signé la 2e performance mondiale. Et même en mars dernier, je crois, elle a remporté son 17e titre national, donc toute distance nationale, toute distance confondue. Un titre supplémentaire à un palmarès déjà très très fourni, portrait de cette nageuse particulièrement fantastique et hors norme. Elle affole les chronos et collectionne les titres. Camille Muffat est devenue depuis 2005 la figure de proue de la natation française. Longtemps spécialiste du catenage, la Niçoise s'est convertie au crawl depuis 2 ans. Un choix payant, ses chronos magistraux au championnat de France font d'elle une des grands favorites sur 200 et 400 mètres à Londres. Pour atteindre un tel niveau, l'élève de Fabrice Pellerin n'a pas ménagé ses efforts. Je trouve que Camille Muffat est quelqu'un d'élitiste,
quelqu'un d'attaché aux principes, aux règles, aux valeurs. Voilà, donc elle aime la ponctualité, elle aime l'exigence, elle aime la règle. Et ça, c'est bien. Quand on est dans une pratique aussi exigeante que la natation, il faut des principes forts. Voilà, Camille, quand on lui dit 8 heures, c'est 8 heures. Quand on dit une phrase, il ne faut pas dire son contraire, même 2 mois après, parce qu'elle va vous le dire. Donc ça nécessite beaucoup d'exigence. Une exigence qui se traduit avant tout dans les bassins. Dans la piscine Jean Bouin, théâtre de ses premières brasses à l'âge de 7 ans, la pensionnaire de l'ONN y enchaîne les longueurs, une quinzaine de kilomètres par jour pour cette préparation olympique. Parfaitement entraînée et organisée, cette boulimique de travail aborde cette échéance londonienne en toute sérénité. Je pense qu'une fois au jeu, ce ne sera pas une pression énorme, c'est plus en France qu'on m'en parle. Après, au vu des performances, forcément, oui. Cette année, c'est moi qui fais les meilleurs temps sur 200 et 400, donc ça, les résultats sont là. Mais il ne suffit pas de nager vite toute l'année pour nager vite au jeu, donc je ne prends pas ça pour acquis. Simplement, je sais déjà ce que je vaux, ce que j'ai pu faire. Je continue à m'entraîner pour faire mieux, et puis voilà. Il y a 4 ans, en 2008, Camille Muffat était revenue bredouille de ses premières Olympiades à Pékin. Avec 3 des 5 meilleurs temps mondiaux de l'année sur 200 mètres, elle a prouvé qu'elle était plus qu'une prétendante au titre olympique. Richard, Camille Muffat, très attachée à son club de l'ONN, niçoise, pure niçoise, et très attachée à son club et à sa ville. Absolument, absolument. Camille, si vous voulez, elle est un peu née dans le club. Elle a eu comme éducateur Fabrice Pellerin, elle avait 12 ans, je crois. Donc, il était éducateur dans le club. Et puis, il est devenu entraîneur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, elle a toujours vu Fabrice comme entraîneur. Ça n'a pas toujours été facile, loin de là, oui. Croyez-moi. Mais, si vous voulez, il y a eu le talent d'un côté et le savoir-faire et la compétence de l'autre qui ont permis à Camille de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, qui est sur la meilleure performance mondiale qu'elle a réalisée à Nice au meeting de février, elle a réalisé à l'Open de Paris quelque chose de formidable, qui est extraordinaire, qui la place, je pense, complètement à part. Même à Dunkerque, elle a fait de très bons chronos. Non, aussi, mais lors d'un 800 mètres, elle a fait au deuxième 400 mètres une des 5 meilleures performances mondiales du 400 mètres. Départ dans l'eau. On rentre dans la technique, mais c'est quelque chose d'ahurissant. Alors, on le disait, il n'y a pas que Camille Muffat et Yannick Hanel, bien évidemment, dans ce groupe d'entraînement. Il y a également Charlotte Bonnet, toute jeune, 17 ans. C'est un peu l'étoile montante de la natation française, Charlotte. Oui, et Charlotte a choisi Nice. A choisi Nice pour différentes raisons, parce que Nice offrait des conditions, le club avait prouvé des résultats, mais offrait des conditions sport et études qu'on trouve difficilement ailleurs, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très attentifs à ce parcours, parce que les têtes bien pleines, et ça permet à des corps de mieux s'épanouir. Mais il y a également Clément Lefebvre. Clément Lefebvre, évidemment, qui a beaucoup progressé. Lui qui a aussi, fait 2 ans d'études aux États-Unis pour un master dans la finance, et qui est revenu pour les Jeux, donc pour préparer les Jeux, et qui maintenant va rester à Nice, puisqu'il va terminer ses études à l'EDEC à Nice à partir de la rentrée. Et je peux vous dire que Clément a énormément progressé, et il peut être une des surprises de ces Jeux, parce Anna que Saint-Amans aussi. c'est l'homme des relais, il fait 3 relais. Anna Saint-Amans, c'est une pépite. Également. Et alors, Anna Saint-Amans, si vous voulez, ça a été peut-être la qualification qui m'a fait le plus plaisir. Parce que, bon, les autres, je m'y attendais un peu. Pour pas dire qu'à part un accident, je vois pas comment on pouvait ne pas se qualifier. Mais Anna Saint-Amans, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est une jeune fille qui ne s'exprime pas trop, qui ne démontre pas, qui n'est pas trop expansive, mais qui travaille bien, puisqu'elle fait des études, d'une part, aussi en université maintenant, qui est arrivée, elle avait 16 ans chez nous également, et qui démontre une explosivité, mais elle nage une distance très courte. Elle fait 50 mètres. 100 mètres, c'est déjà trop long pour elle. C'est une sprinteuse, une vraie sprinteuse, une pure sprinteuse. Et si vous voulez, elle a bien mérité sa qualification, et pour elle, les Jeux seront
plutôt une participation. Faut être honnête. On se projette un peu après les Jeux. On a lu ici et là qu'il y avait peut-être un départ de Fabrice Pellerin et de son groupe d'entraînement. Vous avez, vous, confirmé que Fabrice Pellerin et ses nageurs resteraient à Nice après les Jeux Olympiques? Oui, parce que j'ai toujours déclaré qu'il est normal qu'un entraîneur, quand il a des qualités, soit convoité par d'autres, qu'on lui fasse des propositions. Ça s'est déjà fait dans le passé. Jusqu'à maintenant, il m'avait toujours écouté, il est toujours resté. Là, on est dans une autre dimension. Le maire, Christian Estrosi, attaché au sport et aux nageurs en particulier, aux résultats qui sont les nôtres, a, si vous voulez, garanti les moyens pour pouvoir continuer dans des bonnes conditions et que Fabrice Pellerin puisse rester à Nice. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le sport niçois. Absolument, absolument. C'est une excellente nouvelle parce que je pense que quelque part il y a une logique à encourager ceux qui réussissent et qui font des résultats et qui montrent Nice aux quatre coins de la planète avec le sourire et la bonne humeur et la sainteté. Quand je parle de la sainteté dans le sport, si vous voulez, c'est-à-dire que on est dans un sport sain. Et je trouve que c'est très bien pour Nice d'avoir les résultats qui sont les nôtres. Rachel, rapidement avant de libérer Richard Papazian, les autres qualifiés niçois pour les Jeux Olympiques. Donc on a vu les nageurs niçois, il y aura aussi des handballeurs avec Xavier Baraché et William Acambré. Les Français qui, on le rappelle, sont champions olympiques en titre. En tennis, Gilles Simon sera présent aussi aux Jeux Olympiques. Alizé Cornet participera également au tournoi après avoir bénéficié d'une invitation de la Fédération internationale de tennis. Nous avons aussi des représentants dans les sports de combat. En lutte, Shakir Ansari du Nice Olympique dans la catégorie moins 55 kg et aussi Cynthia Vescan du Nice Olympique lutte Côte d'Azur. Elle sera la seule représentante française féminine en lutte dans la catégorie moins 70 kg. Et enfin, dernier qualifié en judo, c'est Sofiane Mious de l'Olympique Judo Nice qui lui défendra ses chances en moins 70 kg. Merci beaucoup Richard Papazian et rendez-vous donc à partir du 29 juillet pour suivre toute la troupe de l'ONN. Merci. Et après la natation, place à la plongée sous-marine. Sylvain Udry nous a rejoint. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors vous êtes chef de la base de plongée de l'Aigle Nautique de Nice. Merci d'être avec nous parce que c'est une période un peu compliquée en ce moment, un emploi du temps un peu serré. Alors, pouvez-vous nous présenter simplement ce club de plongée de l'Aigle Nautique de Nice ? L'Aigle Nautique est sur la base municipale, donc au port de Nice, sur le site de la Tour Rouge. En fait, c'est une nouvelle base qui a 5 ans maintenant, qui a été construite, donc rénovée il y a 5 ans. Et on a la chance de pouvoir être au bord de l'eau et justement de pratiquer une multitude d'activités, donc entre autres la plongée sous-marine. Plusieurs clubs de plongée qui se sont rejoints. Voilà, le regroupement plongée Aigle Nautique était issu de 7 clubs qui ont mis tous leurs moyens en commun en fait pour devenir une structure plus importante avec des moyens plus importants. Et affilié depuis peu à la Fédération française d'études et des sports sous-marins. Exactement. Qu'est-ce que ça a apporté de plus, ça ? C'est une reconnaissance par rapport à la qualité de travail qu'on a et puis l'affiliation offre justement une sécurité supplémentaire aux participants par rapport au contenu qu'on peut enseigner. Alors, quelle discipline vous présentez à l'Aigle Nautique dans le cadre de la plongée sous-marine, bien évidemment ? Eh bien, on va du palme masque tuba, de la randonnée palmée, donc, ou ce qu'on appelle aussi le snorkeling, jusqu'au monitorat de premier degré et même l'aide à monitorat de deuxième degré. Il y en a pour tous les âges ? Il y en a pour tous les âges, à partir de 8 ans et après, il n'y a pas de limite. Et tous les niveaux ? Tous les niveaux. Ouais. Jusqu'à quel âge on peut faire de la plongée ? Alors, on a des personnes qui viennent à l'âge de 80 ans continuer à faire de la plongée, qui plongent depuis des années. Il y a beaucoup de monde qui viennent. Beaucoup de touristes, évidemment, dans cette période estivale qui vous rejoignent ? On n'a pas une vocation, nous, à accueillir le touriste. On a beaucoup de membres, justement, qui sont des locaux, les Niçois et aux alentours de Nice. Ça va jusqu'à Antibes, Cannes et toute l'arrière-pays niçois également. Donc on a vraiment une population et des membres niçois et locaux. Plus locaux, voilà. Oui, d'accord.
Nice Baie des Ganges, c'est un magnifique site vu de l'extérieur. Est-ce que c'est aussi beau vu de l'extérieur que de l'intérieur? Eh ben, on a l'avantage justement à partir du port de Nice d'avoir des sites dès la sortie du port et qui vont jusqu'à la rade de Villefranche. Alors beaucoup moins du côté de la promenade parce que forcément Oui. au niveau des plages, tout ce qui est parti en rocher au niveau de la sortie du port de Nice jusqu'à toute la rade de Villefranche sont magnifiques. On a une particularité sur Nice d'avoir des plateaux avec des grandes failles justement qui descendent. C'est quand même des sites exceptionnels et la protection de la baie de Villefranche justement pour plonger de chaque côté en cas de coup de vent, de coup de mer. La richesse des fonds marins, ce n'est pas une légende du côté de la rade de Villefranche? Non, c'est pas une légende du tout. Les gens sont souvent étonnés justement de ce qu'ils peuvent voir. On a énormément de poissons, de faune, de flore, avec des espèces qui sont en train justement de se développer, qui avaient disparu pendant une certaine époque. Je pense un peu au mérou, au girelpan, toutes ces espèces qui étaient un peu... qui étaient diminuées et qui maintenant commencent à se repeupler. On a parlé à une époque de cette fameuse algue, la Colerpa taxifolia. Elle vous embête encore? Elle vous prive un peu de beauté de cette faune et de cette flore? La nature a bien fait les choses puisqu'elle a disparu d'elle-même, Ouais. aussi vite que finalement qu'elle est arrivée. Ouais. Donc là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'endroits qui ont été complètement épargnés et qui n'ont plus cette algue qui recouvre les rochers. Alors comment ça se passe? Les horaires du club de plongée, comment venir? Il faut être membre de l'Aigle Nautique pour venir plonger chez vous? Voilà, exactement. Donc il faut faire partie de l'association, être membre de l'association, donc adhérer à l'association pour venir. Donc après, au niveau des horaires, on a un départ plongée qui se déroule à 8h30 le matin et un autre à 13h30. On dit qu'il faut souvent mieux plonger le matin. C'est une légende ou ça n'a pas beaucoup de rapport finalement? Il y a plusieurs avantages à plonger le matin, c'est qu'on a souvent une mer plus calme, mais par contre on a un inconvénient d'avoir moins de luminosité. Donc le photographe par exemple va plutôt choisir l'après-midi, qui va lui permettre d'avoir une meilleure luminosité, et puis le débutant lui choisira plutôt le matin, qui lui permettra d'avoir une mer plus calme. Alors racontez-nous un petit peu pour ceux qui n'ont jamais fait de plongée, donnez-nous envie de faire un peu de plongée sous-marine. Quelles sont les sensations finalement? On a des sensations d'apesanteur, c'est surtout ça déjà, donc on se retrouve dans un milieu où on n'a plus nos appuis, on n'a plus nos repères de terrestre. Donc on flotte, on est en apesanteur complètement, et puis on se retrouve dans un aquarium, donc avec des couleurs, avec des choses vivantes autour de nous, et avec l'audition et la vision qui est complètement modifiée. Donc, une vraie belle sensation de liberté, quoi. Exactement. Ouais. Souvent, les gens en ressortent en disant « ça y est, c'est déjà fini ». Ah oui, ils vous disent ça. Combien durent à peu près les séances de plongée chez vous? Ça va entre 20 et 60 minutes, 70 minutes. Ça dépend, donc si on est en formation, en exploration, en découverte. Dans les règles de sécurité, évidemment, parce qu'on ne peut pas parler de plongée sous-marine sans parler de sécurité. À la sécurité, d'autant plus qu'elle a été bien renforcée avec l'Europe, parce qu'on fait partie des aussi normes européennes, ouais. Voilà, des normes européennes. Les textes français ont été remaniés cette année. Au 1er avril, justement, il y a eu tout un remaniement des textes français qui continue à évoluer, justement. Il avait déjà évolué l'année dernière, avec énormément d'obligations, justement, pour les pratiquants et pour les encadrants, surtout. Quelles sont les règles de base à respecter quand on fait de la plongée sous-marine? Ne pas plonger hors structure. Ne pas plonger C'est la première seul, chose. Ouais, Voilà. C'est ça, ouais. Quand on veut faire de la plongée, on plonge en structure, justement, parce que les gens sont formés pour la sécurité des pratiquants, alors à les assister, à les conseiller, à les guider et à les encadrer donc sous l'eau. Les accidents arrivent bien souvent quand les personnes partent seules finalement ou hors structure et qu'il n'y a personne pour les aider s'il y arrive quelque chose, en fait, c'est ça. Malheureusement, c'est un constat, oui, qu'on fait depuis de nombreuses années, c'est que la majorité des accidents se retrouvent hors structure, avec des gens qui sont énormément en détresse, et alors des fois, avec un peu de chance, ils ont justement un club qui n'est pas très loin et qui peut les secourir, mais beaucoup d'accidents se retrouvent finalement hors structure. Vous avez un rôle pédagogique, vous aussi, par rapport à ça, dire aux gens justement ce qu'il ne faut pas faire. Exactement, c'est que quand on forme justement nos plongeurs, on essaie de les sensibiliser, surtout quand ils vont dans un niveau d'autonomie, à ne pas partir faire n'importe quoi à partir du moment où on leur a donné une formation et puis des compétences. Et beaucoup de contrôles? Des contrôles, oui, et heureusement. Ouais. C'est très bien d'avoir énormément de contrôles parce que justement ça permet de continuer régulièrement à se mettre à jour, à ne jamais être en retard par rapport au texte et à tout vérifier sans arrêt.
Rachel, peut-être sur les autres activités de l'Aigle Nautique avec Sylvain, pour savoir un petit peu ce qui se passe un petit peu à l'Aigle Nautique. Oui, qu'est-ce que vous proposez d'autre comme activité? On sait qu'il y a aussi de la voile. Exactement, voilà, vous avez un club de voile, vous avez un club d'apnée également, et un club de canoë-kayak, et un club d'environnement découvert du monde marin. L'apnée, on en reparlera, je crois, à la rentrée, parce qu'il y a un grand rendez-vous d'apnée. Il y a un grand championnat, oui. Ouais, championnat qui va se Au dérouler mois de septembre, début septembre. au mois de septembre, évidemment. L'Aigle Nautique, c'est un club qui existe depuis des années ici. C'est un petit peu la référence du sport nautique à Nice. Exactement, c'est un club qui est très ancien et il a débuté la plage, enfin le port n'était pas ce qu'il est à l'heure actuelle, puisque les premiers locaux étaient carrément au bord de la route en contrebas avant que justement le port s'agrandisse et devienne aussi important qu'il peut l'être à l'heure actuelle. Et sur la plongée, pourquoi un tel succès aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup finalement ces temps-ci de la plongée sous-marine. Parce que la formation a beaucoup évolué, elle a été adaptée justement pour être proposée à tout le monde, à tout public, puisqu'on peut en faire à partir de 8 ans, donc c'est quand même quelque chose qui est ouvert à énormément de monde. Les cursus ont été adaptés, la formation des encadrants a été également modifiée, puisque maintenant pour pouvoir justement enseigner, on passe par des formations qui sont très longues. Il faut avoir beaucoup de courage pour devenir moniteur, puisqu'il y a minimum 1 année, 2 années quand on a un certain niveau pour pouvoir avoir un niveau de monitorat déjà. Ok, merci beaucoup en tous les cas Sylvain Edruy. Bonne continuation à l'Aigle Nautique de Nice, et puis on vous encourage bien évidemment, si vous êtes niçois, si vous êtes d'ici, à vous inscrire à l'Aigle Nautique de Nice si vous êtes passionné de plongée sous-marine et de sport nautique. Allez, avant de se quitter, Rachel, on termine par l'agenda sportif des jours à venir. Un programme très chargé ce week-end avec la 11e édition de l'Euro-Pétanque qui débute demain et jusqu'à lundi. C'est l'une des plus grandes compétitions de pétanque au monde. Ça se passe sur la promenade des Anglais et sur le jardin Albert Ier. C'est tout le week-end et c'est gratuit. Et la grande finale sera lundi soir à 22h. Mercredi, toute la journée, vous pourrez aussi découvrir, toujours dans le cadre de Nice 100% Sport, le beach basket. Le matin, des initiations au basket de sable seront proposées. L'après-midi, vous pourrez aussi apprécier le spectacle avec un tournoi amateur. Le lendemain, le jeudi, on enchaîne avec le Nice Beach Volley Pro Tour. Même programme que pour le basket. Le matin, des initiations et l'après-midi aussi des matchs de professionnels. 6 jours de volley sur le sable, le 26 et le 27 juillet. Vous pourrez aussi assister au 3e Open féminin de Beach Pro Volley. Eh bien, un programme bien riche. Merci beaucoup Rachel. C'est la fin de ce Sport Nice. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine pour la dernière émission avant les vacances.